Et j'observe bien, je vois que c'était mon ancien élève, parce que j'ai été prof aussi. Et dans sa tête, elle a vu son prof, et le prof a des solutions aux problèmes. J'avais une réponse facile. J'aurais pu lui dire tout simplement, mais je suis du même côté que toi, non? C'est pas ça qu'elle voulait entendre. J'ai donc compris que moi, votre serviteur, dans ces circonstances-là, j'étais perçu comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Pourtant, je ne suis pas un homme politique, moi. Je ne suis pas un militaire, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Ah oui, mais je suis un écrivain, parmi les plus lus au Congo. Pas les meilleurs, hein, mais les populaires. Alors là, je me souviens, l'écrivain, c'est qui? C'est la voix des sans-voix. Un écrivain, c'est celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Là, la fille me rappelait ce rôle-là. J'ai donc décidé de faire la seule chose que je pouvais, témoigner. Dire à la face du monde la souffrance que je voyais là. C'était ma façon de venger les morts et même de prévenir d'autres tueries. Parce que le bourreau, pendant qu'il tue, n'est-ce pas, il efface en même temps les traces. Et moi, je laisse les traces. Ma façon de venger ceux qui sont partis et de dire aux gens, faites attention, le monde saura ce que vous avez fait. Et si un jour il y a un jugement, eh bien, vous allez rendre compte. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait précisément? J'ai pris des images à la gare et j'ai fait un montage vidéo. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Les Refoulés du Katanga, qui existe. Et j'ai fait un montage vidéo. Mais avec le montage que j'ai fait, j'ai eu les toupets de rentrer dans la ville de Lubumbashi. Et j'ai envoyé des invitations aux gens que j'estimais importants dans la ville, surtout les missionnaires. Ils sont venus dans une salle comme celle-ci et je leur ai dit, il meurt chaque jour 17 Kassaïens à la gare de Likasi. Qu'avez-vous fait chacun pour empêcher ça? Vous allez dire que vous ne saviez pas? Je ne vais pas vous donner la chance de dire que vous ne saviez pas. Et j'ai projeté les images que j'avais. Et j'en avais des fortes. Hein? Une femme qui arrive à la gare, sous le coup de l'émotion, elle met au monde. Et c'était des triplés qu'elle avait. Je prends ces images-là et je pose la question au monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là pour passer leur premier jour à la belle étoile, aux prises avec le vent, les moustiques et la chaleur? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là? Puis j'ai emballé mes histoires et je suis parti. Mais dans la salle, il y avait quelqu'un qui était proche du pouvoir. Il est allé m'accuser auprès des autorités. Oh là là, ils ont envoyé quelqu'un me chercher. Ces jours-là, j'ai compris ce que c'est que d'être seul au monde. Seul, mais alors contre tous, même contre ma femme. Parce qu'elle m'avait prévenu. Hein. Arrête de faire ces témoignages. Si jamais on t'arrête, les enfants et moi, on va devenir quoi sans toi? Elle m'avait dit ça. Je ne l'ai pas écouté. J'ai nagé à contre-courant. Et le jour où on m'inquiète, ma femme, la première, me regarde dans les yeux. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et là, je comprends ce que c'est que nager à contre-courant. Je comprends ce que c'est que d'être seul au monde. Je suis allé, et à ma grande surprise, j'arrive là, chez le gouverneur où on m'appelait, et je vois quelqu'un qui vient en trombe derrière moi. Et c'est qui? Mon directeur au service, qui lui était de cette province-là, qui voulait me protéger à sa manière. Il m'a quand même accompagné. Ces gens m'ont confisqué tout ce que j'avais comme document. Ils ont commencé à mener des enquêtes sur moi pour savoir avec qui il travaille, qui finance ce qu'il fait, à quel pays aurait-il déjà envoyé ces documents. En attendant, ils m'ont laissé un peu tranquille, parce que je suis quand même un écrivain. Un écrivain, il faut faire attention. Ou vous le tuez, ou vous ne faites vraiment rien, sinon il va écrire. Mais parmi ces gens-là qui devaient mener des enquêtes sur moi, il y avait aussi des gens bien. N'oubliez pas, dans toutes les guerres, vous n'avez pas que des bourreaux et des victimes. Même chez le bourreau, il y a des justes aussi. Hein. Et quelqu'un de ce côté-là va me souffler à l'oreille. Si tu peux quitter Pi, va-t'en pendant qu'il en a encore temps. Prends la fuite. Mais je vous assure, quand on a 20 ans, dire aller à l'aventure, ça peut s'expliquer. J'avais plus que les doubles. Marié, père de 6 enfants, une bonne carrière professionnelle. Je venais de terminer la construction de ma maison. Je ne l'ai même pas habité, même pas un jour. Et il a fallu que je parte. J'ai eu plus de chance que les autres. Parce que sur mon chemin, j'ai rencontré un Européen, un Belge, venu là-bas pour voir un peu de quoi il retournait. Et cet homme me trouve dans cette situation-là. Eh bien, il m'a tendu une perche. Il me donnait une petite bourse. Et je voyageais en sa compagnie jusqu'à Kinshasa. À Kinshasa, j'étais accueilli par les pères de Saint-Paul, qui sont mes éditeurs, pendant un mois. Le temps que les Belges me trouvent un visa. Et voilà comment je suis venu dans votre pays. J'aurais donc répondu à la question, pourquoi ils partent de chez eux? C'est pas qu'un matin, moi j'ai dit à ma femme, chérie, fais-moi ma valise, hein. Je vais en Belgique, il fait meilleur là-bas. C'est pas vrai. Dans mon cas, c'est un père de famille qui s'en va, qui laisse sa femme et ses enfants derrière lui. C'est un cadre d'une entreprise qui brise une carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui a construit sa maison et qui ne va pas l'habiter, même pas un jour.
Et je suis venu chez vous. Mais lorsque nous arrivons de ce côté ici, comment les choses se passent pour nous? Eh bien, mon baptême, je l'ai eu à Bruxelles National. Au moment où j'ai pris l'avion chez moi, 40 degrés de température. J'arrive chez vous, moins 6 degrés. Je vous assure, ça nous glace quand nous arrivons. On n'est pas toujours habillé en conséquence. Parfois, on est en sandales et en t-shirt. Je me souviens avoir vu un Africain qui avait la chance d'avoir son enfant. Et l'enfant qui grelottait de froid et qui demandait à son père, « Papa, c'est toujours comme ça ici ?» Et l'enfant qui répond, « Oui, il paraît, il paraît. » Et l'enfant qui dit, « Rentrons chez nous, papa, c'est pas bien ici. » Pendant ce temps, je vois un Belge qui marche, lui, à l'aise dans le froid. Et je lui demande, « Monsieur, c'est toujours comme ça ici, le climat ?» Et lui, il me regarde, il me dit, « Non, aujourd'hui, il fait doux. Aujourd'hui, il fait bon. » Et moi, je me dis, en voilà un qui se moque de moi. Ça, il appelle faire doux. Et quand lui va dire qu'il fait froid, qu'est-ce que ça sera pour moi? Alors, j'observe maintenant pour sortir des avantèmes. Qu'est-ce que je vois? 2 files de gens. Dans l'une des files, ça se passe bien. Les gens montrent à peine le passeport et ils sortent. Mais dans l'autre, contrôle des papiers, fouille dans la valise, interrogatoire. Moi, je me dis, oh là là, 2 files. Ici, des gens respectables et ici, des gens bousculables. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé du côté où ça se passait bien et j'ai fait la file. Je me croyais respectable. Et voilà quelqu'un qui vient vers moi. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, je fais la file, vous voyez bien? Il me dit, allez de l'autre côté. J'ai dit, non, vous avez vu comment on se bouscule là-bas? Et lui, il me dit, monsieur, vous vous êtes regardé? Et je me suis regardé. Et pour la première fois, je découvre que je suis noir. Un jour, dans une école, un élève m'a dit, monsieur, mais arrête d'exagérer. Pour la première fois, vous découvrez que vous êtes noir. Et avant, vous pensiez que vous étiez rouge. J'ai répondu, avant, je pensais que j'étais un homme, tout simplement. Je ne savais pas que j'étais un homme noir. Ma couleur, c'est dans votre regard que je la vois. Mais je vous souhaite, vous aussi, de venir au Congo. Pendant que vous passez, je vois mon fils à la fenêtre. Papa, viens voir un blanc qui passe. Ce jour-là, vous allez prendre aussi conscience de votre couleur. Mais attendez, je ne veux quand même pas exagérer maintenant et dire qu'à Zaventem, il y a 2 fils blancs et noirs. Mais il y en a quand même 2. Européens, Schengen, c'est vous. Et non-européens, c'est nous. Alors chez les non-européens, il y a encore une autre hiérarchisation. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui venait de Colombie et il me dit, monsieur, nous les Colombiens, chaque fois qu'on arrive dans un aéroport ou dans une gare, on nous fouille tout le temps. On pense que nous avons toujours de la drogue. Heureusement, j'ai trouvé un truc. J'ai dit, c'est quoi ton truc? Il me dit, maintenant, quand j'arrive dans une gare ou dans un aéroport, je m'aligne toujours derrière un noir. Alors lui, on les contrôle et moi, on me laisse passer. Et il dit, chaque fois qu'il a essayé, ça marche. Alors il continue. Je suis donc allé dans cette file-là. Et vous savez les questions qu'on nous pose dans l'autre file? Monsieur, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Quand est-ce que vous rentrez chez vous? N'oubliez pas de rentrer. J'ai dit, ouais, bravo les Belges, comme accueil, vous êtes des champions. Mais allez voir un peu au Bénin, au Burkina Faso. Vous arrivez à l'aéroport, ils viennent vers vous. Bonjour, bonne arrivée. Et oui, c'est comme ça qu'on dit de l'autre côté au soleil. Et ici, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous venez faire? Quand est-ce que vous rentrez? N'oubliez pas de rentrer. Ajoutez ça au froid. J'étais comme ça. Alors un Africain qui avait déjà beaucoup voyagé ici, il me regarde, il me dit, monsieur, je vois que c'est la première fois que vous venez ici. J'ai dit, oui, c'est la première fois. Il me dit, vous n'avez encore rien vu, monsieur. Soyez courageux. Je dis, oh là là.